Revisitons le siècle de Louis XIV. Sans doute, la situation privilégiée du port au service des cours de Versailles et Marly a-t-elle permis à sa population de traverser plus sereinement, climat mis à part, les moments difficiles de la politique. Les grands chantiers que furent Versailles à partir de 1661, Marly dès 1678 et la machine de Marly vers 1681, précédemment évoqués, avaient contribué à en augmenter le peuplement. La population du port, un siècle plus tard, est estimée à 165 feux, soit environ 700 habitants. Après la Révolution, le départ des cours royales ayant entraîné la chute de toute activité commerciale, on ne comptera plus que 500 âmes. Ne possédant aucun document sur cette époque, nous ne pouvons que nous appuyer sur les écrits du siècle suivant, quand la Grande Révolution aura succédé au Grand Siècle. En 1790, lorsqu'il fallut concéder un territoire à la nouvelle commune du Port-Marly, citons le commentaire peu amène des marguilliers de Saint-Vigor de Marly. Les gens du port, excepté 3 ou 4 personnes qui avaient quelques médiocres propriétés, n'étaient en grande partie que de pauvres journaliers, contre lesquels ils devaient même se défendre lors des récoltes. L'arrivée du roi et de la cour à Marly a donc stimulé les activités des riverains de son port. Compagnons mariniers et débardeurs liés à la vie du fleuve, déjà cités, déchireurs de bateaux en même temps que marchands de bois, voituriers pour le transport des matériaux et rattachés à cette activité charrons et forgerons. Naturellement, le calcaire si présent dans le sous-sol et exploité depuis le XIIIe siècle, rappelons le lieu-dit, les fours à chaux, attestés en 1510, va être recherché sous forme de moellons ou mieux, de chaux. Les traces du dernier four subsistent encore rue de Saint-Germain. Le métier de chauffournier, cuire le calcaire dans des fours, pour le transformer en chaux, a longtemps assuré la prospérité du pays. La commune du Port-Marly possède dans son paysage urbain quelques traces de la présence du roi en son domaine de Marly. Dès 1678, pour assurer le transport des besoins des constructions royales, Louis XIV, seigneur de Marly, fait tracer le nouveau chemin du port, reliant la chaussée du port, rue de Paris maintenant, au grand chemin, route de Versailles à Saint-Germain, rue de Versailles actuelle. De nos jours, les Marlyportains empruntent quotidiennement cet ancien nouveau chemin du port, baptisé par la suite rue Saint-Louis, puis renommé rue Jean Jaurès en 1921. En 1690, sur ce nouveau chemin du port, Louis XIV fait construire la Maison des Granges, comprenant bâtiments, écuries, maisons de concierge, magasins et terrains annexes, dont nous ne possédons que ce simple plan, daté de 1690. C'est dans cette Maison des Granges qu'en 1701, Vauban, accompagnant le duc du Maine, fera entreposer, puis essayer dans les prés communs, un canon de fer pour remplacer ceux de bronze qui pétaient comme poterie, d'où le nom de Maison du Canon, sous lequel fut longtemps désigné le bâtiment. Il n'en reste que le bâtiment central transformé en bureau de poste au milieu du XIXe siècle et maintenant auberge. Autre plan d'une propriété, sise sur le bord de la rivière, contenant 95 perches de terre au port de Marly, avec plusieurs corps de logis, une brasserie, écurie, remise et grenier, devenue royale sous le nom de Grange des gardes du corps du roi, par le compromis, au nom du roi, signé par Bontemps en 1699. Et si nous suivons l'histoire? Vendu comme bien national, le bâtiment principal est devenu usine à papier de 1859 à 1904, puis clubhouse du golfe de Port-Marly en 1924, modifié en centre culturel Saint-Exupéry en 1969.
on peut retrouver trace des assises de l'ancienne maison royale dans des fondations de l'actuelle médiathèque. Bien peu de choses en vérité. Tiens bon le coup, marinier de loup, lâche pas la main, marinier de chien. Il était juste que le premier cabaret où les mariniers, ces chalands-d'eau, trouvaient refuge, bâti près du port au bas du nouveau chemin, porte le nom de Saint-Nicolas, patron des mariniers. Cabaret toujours, Saint-Nicolas, peint par Sisley lors de l'inondation de 1872. Le bâtiment a traversé les siècles, encore présent de nos jours, avec la même vocation, sous une autre appellation. Conscient de l'essor commercial du port, l'abbé Coulot, châtelain de la grande maison du port, emplacement de l'hôtel de ville actuel, estime qu'un établissement plus important devrait favoriser de nouveaux échanges. Fin XVIIe, il fait édifier au bout de sa propriété un relais auberge. Belle opportunité pour servir à tout voyageur faisant escale une grande pinte du bon cru de Bordeaux, produit sur ces terres de Prunay. La grande pinte fut-elle un relais de poste, comme pourrait le suggérer une tête de cheval sculptée sur une façade, rue de la Grande Pinte? La Grande Pinte, épargnée jusqu'au milieu du XXe siècle, mutilée depuis. Hélas. Pouvons-nous imaginer le port Louis XIVe par lequel transitèrent les globes de Marly, à partir de ce dessin daté de 1850, et une vague description tirée des ouvriers européens de l'économiste Frédéric Leplay en 1858. Le port occupe un certain nombre d'ouvriers journaliers. Il est formé d'un terrain vague, il n'y a pas de quai. Il reçoit chaque année une cinquantaine de bateaux. Houilles, tuiles, briques, pierres, plâtres sont portés à Versailles, dont Port-Marly est en quelque sorte le port. Qu'en parlent les archives. Pourtant, c'est bien ce port, le port de Marly, qui devint port royal, par volonté souveraine et lettre patente du 3 mars 1693, par lesquelles Louis XIV interdit le port du Pec pour établir celui de Marly. Nous disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que les marchands et voituriers par eau soient tenus de faire arriver et décharger au port de Marly leurs bateaux chargés de marchandises sujettes au dit droit pour y être vendus et débités en la manière accoutumée, sans qu'ils puissent les faire séjourner et décharger au Pec, ni d'y tenir au dit lieu du Pec, ou le long de la rivière de Seine, dans la distance de 2 lieues du dit port de Marly, aucun chantier ou marchandise sujette au dit droit pour y être vendu et débité en la manière accoutumée. Reconnaissance tardive d'un roi qui avait privé les gens du port de leurs bras navigables, alors que l'essentiel des grands travaux, Versailles, Marly, la machine, était achevé. La France, au temps de Louis XIV, comptait 18 millions d'habitants environ, plus que tout l'Empire germanique, 3 fois plus que l'Angleterre. À une époque où le travail musculaire est l'énergie essentielle, la grande force du pays, c'était le nombre de ses travailleurs. Les gens du port furent de ceux-là.